Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans le cadre de notre audio à la demande A comme Babel de ex-Radio Sorbonne, Marie-Vrina Nikolov, qui est traductrice littéraire du bulgare, auteure de très nombreuses traductions, de nombreux auteurs et autrices dont elle nous parlera, mais qui est aussi professeur des universités en langue et littérature bulgare à l'INALCO, c'est-à-dire à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle est également lauréate de notre Grand Prix Étienne Dollet de traduction de Sorbonne Université, ce qui pour nous n'est pas la moindre des choses, mais aussi de très nombreux prix, aussi bien bulgares que français. Et par ailleurs, elle est aussi l'autrice d'une réflexion sur la traduction. Donc, elle est à la fois traductrice, spécialiste de bulgare, de littérature bulgare, mais aussi de langue bulgare en particulier, mais aussi elle propose une réflexion sur la traduction, et c'est aussi à ce titre que nous avons le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Alors, je commencerai par le commencement. Chère Marie-Vrina Nikolov, en vous demandant, eh bien, tout simplement, j'allais dire comment peut-on être bulgare, ou plutôt, qu'est-ce qui vous a amené à la Bulgarie, à la langue bulgare, à la littérature bulgare. C'est tout de même quelque chose de très étonnant, alors que tout le monde s'intéresse plutôt à la littérature hongroise, à la langue hongroise et à la culture hongroise. J'avoue ma perplexité profonde. Je m'intéresse aussi à la littérature hongroise, d'ailleurs. C'est vrai. Et à la langue hongroise. Et à la langue hongroise, puisque j'ai vécu 4 ans à Budapest. Alors, on croit ou on ne croit pas au hasard. J'y crois de moins en moins. En tout cas, on peut appeler quand même ça le hasard. C'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, on habitait avec ma famille à côté de Blois, réputé pour les châteaux de la Loire à proximité. Et mes parents, un beau jour, sont rentrés à la maison. Ils venaient de prendre en stop un couple qui était bulgare. On s'est précipité sur un atlas parce qu'on ne savait pas trop où était la Bulgarie. Et puis, on a compris que c'était un peu compliqué pour eux. Donc, mes parents les ont invités. C'était en 73, donc en plein régime soviétique, j'allais dire. Mes parents les ont invités à rester quelques jours chez nous. Et c'est surtout elle, lorsque je l'ai entendue parler bulgare, je n'ai aucune explication, mais ça a été une évidence. Voilà, je veux que ce soit ma langue. Et donc, ils m'ont envoyé des livres. J'ai commencé à apprendre toute seule au départ. Donc, à l'âge de 13 ans. Oui. D'accord. Et vous aviez déjà une attirance pour les langues étrangères, ou bien c'est le bulgare qui a été la révélation ? Non, j'en avais déjà, dans la mesure où, je me souviens, j'ai eu aussi la chance, en 5e, d'avoir comme prof d'anglais un anglais. Et c'est vrai que c'est un autre imaginaire qui se développe lorsqu'on a quelqu'un qui vient du pays. Et s'il n'y avait pas eu le bulgare, bon, de toute façon, je fais beaucoup de digressions, je m'excuse. C'est le principe. Hein. Toujours Tout est bon 5e, dans la digression. Pardon. Toujours en 5e, j'adorais ma prof de français qui était amoureuse de la Grèce, d'un grec, je crois, et qui m'a poussée à faire du grec ancien. Donc, après l'anglais, la première langue que j'ai apprise, c'est le grec. Ce qui, je pense, dans mes souvenirs, c'est la même année finalement où on a rencontré les Bulgares, ce qui fait que l'apprentissage du cyrillique, quand on connaît l'alphabet grec, c'est extrêmement facile. Et puis jusqu'à un deuil finalement qui a précipité un peu les choses dans ma tête, qui m'a éclairci certaines choses. Je pensais m'engouffrer dans les lettres classiques que j'ai poursuivies quand même jusqu'à l'agrégation, en effet. Exactement. Alors là, ça nous fait un autre point commun. Les lettres classiques, est-ce que, puisque vous en parlez, même si j'aurais plein de questions à vous poser sur l'origine du bulgare, si je puis dire, est-ce que cette formation en lettres classiques vous accompagne toujours, et est-ce qu'elle est fondamentale dans votre rapport à la traduction, à la réflexion sur la traduction, à la langue bulgare et aussi au persan auquel vous vous intéressez et consacrez depuis plus récemment? Oui, très certainement. Alors, dans la réflexion sur la traduction, non. Mais en tout cas, ça sonne pas très modeste, mais dans une rigueur que cela donne, oui.
enfin, je le vois surtout avec nos étudiants, puisque je dirige un master de traduction littéraire à l'INALCO. Et je vois effectivement encore une fois, je ne sais pas comment le dire autrement que rigueur. Alors, c'est vrai qu'en plus, en même temps, j'étais obligée de me libérer de cette formation aussi qui était très formatante, puisque cette formation, je l'ai faite surtout donc, en classe prépa et à Normal Sup. Et là, donc on traduisait beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que quand je me suis inscrite en parallèle, juste après avoir intégré Normal Sup, en bulgare et en linguistique générale, qui a été très important aussi pour moi, à Paris 5, l'ex-Paris 5. Et donc, c'est vrai qu'on était dans une optique qui maintenant, que je récuse, c'est-à-dire que c'était avant tout rechercher un soi-disant bon français, un français littéraire. Donc, c'est ce qu'avec Patrick Morus, on appelle l'ainsi nommé littérature et l'ainsi nommé langue littéraire. Et ça, il a fallu que je m'en libère. Et c'est très certainement... J'ai commencé à... j'ai réfléchi très vite sur ma pratique, puisque j'ai commencé à traduire en 1985. Ça fait un petit bail. La réflexion a été approfondie au moment où je préparais ma HDR. J'étais en Hongrie, d'ailleurs, à l'époque. Et c'est la lecture de Méchonic qui a été vraiment un révélateur. Pour cette HDR, je devais montrer un petit peu le lien qu'il y avait entre à l'époque, ma recherche qui partait à la fois dans la linguistique. Ma thèse était une thèse de linguistique plutôt, en littérature, en traduction. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est sans doute la réflexion sur la traduction qui fait le lien entre tout cela. Et à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, c'est vrai que quand on n'était pas en France, c'était plus compliqué. Et c'est en allant de bibliographie en bibliographie. Donc, j'ai commencé par lire tout ce que, évidemment, à l'époque, quand on pensait réflexion sur la traduction, on pensait hésite, etc. Et très vite, j'ai été hyper frustrée. Parce que autant, je pense qu'effectivement, ils ont une formation qui est extraordinaire pour l'interprétariat, autant ça ne marche pas à la recherche du sens, la restitution d'un sens, c'était totalement contraire à la réflexion sur la littérature que je menais. Et donc, de ce point de vue-là, lire Méchonic, tout à coup, a mis une réflexion, en plus très provocatrice. Méchonic est polémique, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas que des amis. Mais justement, ce côté polémique, bien, j'ai trouvé extrêmement stimulant pour la réflexion. Et là, je trouvais quelqu'un qui, enfin, mettait une véritable réflexion sur des intuitions que j'avais. Alors, est-ce que vous pourriez nous développer pour nous cet apport de la lecture d'Henri Méchonic ? Oui, d'abord, alors, un peu compliqué dans un temps restreint. D'abord, l'idée qui semble être un truisme, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça encore, on ne traduit pas des langues. Et c'est la première chose que je commence à dire à mes étudiants. Je leur dis, vous savez, moi, le bulgare, je ne sais pas ce que c'est. Le français, je ne sais pas ce que c'est. Déjà, si vous me parlez du bulgare de tel auteur, et surtout le bulgare de tel texte, là, je sais déjà mieux ce que c'est. De même aussi, l'idée que plus on essaie de s'effacer en tant que traducteur, et plus on laisse des marques, en fait. Et des marques qui sont des traîtrises. C'est-à-dire que c'est justement, si vous cherchez, si vous vous dites que traduire, c'est forcément avoir une belle langue. D'abord, je rappelle aussi à mes étudiants que dans le terme de poétique ou le terme d'esthétique, dans aucun de ces deux mots, nous n'avons la racine grecque du beau, pas du tout. Dans poétique, c'est le verbe faire, et c'est pour ça que résonne toujours dans ma tête, lorsque je traduis deux impératifs de Méchonic, mais vraiment, je les ai continuellement à l'esprit. Le premier, c'est qu'est-ce que ce texte fait à la langue bulgare qu'il est seul à lui faire ? Ou bien, est-ce qu'il ne lui fait pas quelque chose qu'il est seul à lui faire ? Et dans ce cas-là, évidemment, je ne vais pas traduire de la même manière. Et l'autre chose aussi, c'est faire en sorte que mon œil entende. Et ça met aussi en cause beaucoup de choses. Je me suis rendu compte, par exemple, en traduisant certaines postfaces que j'avais écrites en bulgare pour que les auteurs de mes traductions puissent les lire, je me suis rendu compte que
plusieurs fois, les auteurs n'avaient même pas pris conscience des jeux sur les sonorités qu'ils provoquaient, qui étaient pourtant évidentes et qui, pour moi, étaient vraiment à traduire. Et pour en revenir là, pour en revenir à Méchonique, donc, j'avais lu aussi, évidemment, L'Admiral. J'ai jamais été convaincue par... déjà, l'expression cible, source, je pense qu'elle a fait son temps et je pense qu'il est temps de se dire que ça a été une étape de la réflexion, importante, certes, mais que, voilà, maintenant, est-ce que ça nous apporte encore quelque chose? Et en tout cas, c'est aussi en lisant quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, même s'il est plus philosophe. Moi, j'ai sans doute pas le bagage philosophique qu'il faut pour être sûr de le comprendre entièrement. Quelqu'un que je connais, Arnaud Renken, qui enseigne à Lausanne. Et Arnaud a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Babel heureuse. Et plutôt que de se dire qu'on traduit, si on traduit donc comme selon les théorèmes de l'Admiral, ou liste ou sourcier. Voilà, en fait on traduit et. C'est totalement indissociable. Et ce que je ne comprenais pas, ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi la traduction se meut encore depuis des siècles dans ce ou, c'est-à-dire en dissociant finalement. Alors la dichotomie, elle prend beaucoup de termes différents suivant les époques, suivant les courants qui l'utilisent. Mais donc c'est soit esprit, lettre, soit forme, contenu, etc., etc. Et comment se fait-il que depuis, surtout le structuralisme, les réflexions de Barthes, de Genette, etc., on sait que ça n'a pas de sens de distinguer le fond et la forme en théorie littéraire. Et pourquoi, toujours dans la réflexion sur la traduction littéraire, on n'en est pas là? Alors, il y a un nom que vous n'avez pas cité, mais qui, je sais, a été aussi important pour vous et qui se cache, si je puis dire, derrière le terme de lettres, c'est Berman, Antoine Berman. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot aussi de votre lecture en fait d'Antoine Berman? Et je sais que ça a été important pour vous. Est-ce que comment vous le placez dans cette constellation d'une certaine façon? Alors Berman, je pense que le livre finalement qui m'a le plus marqué et qui m'a incité d'ailleurs à écrire une histoire de la traduction entre... alors en Bulgarie c'était beaucoup plus large et en France je l'ai resserré sur la France et la Bulgarie, c'est évidemment l'épreuve de l'étranger. Donc très important plutôt dans ma réflexion sur l'épaisseur historique que doit avoir un traducteur. Il dit, je crois, un traducteur littéraire sans histoire, et je ne sais plus quelle formule il emploie, mais... Il est certain qu'il faut avoir... Plutôt du côté de l'épaisseur historique que de la lettre. C'est-à-dire que, comme j'ai lu Méchonique avant Berman, on sait, a été aussi peut-être pas forcément l'étudiant, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il a appris aussi auprès de Méchonique. C'était moins une révélation, je dirais. En revanche, il est évidemment beaucoup plus accessible aux étudiants. Donc, pour mes séminaires et mes cours, il m'est très utile. Et puis, évidemment, le décentrement. Peut-être, je dirais que la première lecture de Méchonique, je ne suis pas très sûre d'avoir compris plus de la moitié. Il faut le lire, le relire, et puis tout fait sens, puisqu'il se répète, mais de manière différente dans ses différents écrits. Peut-être que Berman, finalement, m'a permis aussi de mieux comprendre Méchonique. Intéressant. Merci pour cette réponse qui est passionnante. Vous parliez de la rigueur, vous parliez de la traduction des lettres classiques, du latin, du grec, en l'occurrence la version, et de la langue littéraire, de la belle langue littéraire, ou la prétendue belle langue littéraire, la ainsi nommée. Et je me demandais si au fond, parce que la version qu'on faisait en lettres classiques, c'était pas une belle langue littéraire, on nous demandait au contraire une précision rigoureuse qui souvent aboutissait à du français de version, du français de version latine ou de version grecque. Et j'aimerais un petit peu savoir comment vous mettez tout ça ensemble, d'une certaine façon. C'est-à-dire que finalement, est-ce que cette exigence de la langue littéraire, un peu à la Vialate, si vous voulez, ces traductions de Kafka qui ressemblent à une espèce de littérature française éternelle,
mais qui n'a d'éternel que l'apparence. Finalement, c'est pas exactement la même chose que la rigueur de la version, hein, justement on traduit toutes les petites particules, alors ça devient un peu ridicule, sans effet de rime, parce que ça devient une espèce de texte qui ne peut pas exister. Et comment est-ce qu'on garde la rigueur? En même temps, on évite la langue trop littéraire, trop topique, et on écoute, on se met à l'écoute, hein, de ce que le texte littéraire que l'on traduit fait à la langue originelle. Comment est-ce que vous mettez tout ça ensemble dans votre pratique? Peut-être pourriez-vous nous donner un exemple? Je ne sais pas, je pense qu'on a dans cette émission trop peu d'exemples concrets, et c'est pour ça que j'ai pensé vous demander un exemple. Mais un exemple sorti du chapeau, c'est peut-être pas tout à fait facile, je ne sais pas, mais vous en avez peut-être en tête, ou des exemples que vous utilisez souvent avec les étudiants. Des exemples bulgares, on va essayer de comprendre, ça va être difficile, mais je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que j'ai eu de la chance parce que un prof qui m'a beaucoup marqué en Cagne, à Henri IV, c'est Marc Mécréant. Marc Mécréant, je l'avais donc comme prof de grec. Or, c'était un traducteur de japonais, de Mishima. Donc, on avait déjà quelqu'un qui n'était pas que dans la version, si je puis dire. D'accord. Et je me souviens, avec lui, tout à coup, j'ai compris, j'avais envie de traduire. Première note que j'ai eue avec elle était catastrophique, je me souviens. Et justement, ça m'a stimulée. Et traduire avec lui, comme vous dites, avec toutes ces particules, tout à coup, elle prenait vie. C'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si ma thèse a porté sur les particules expressives du bulgare. C'est ce genre de particules, alors les particules, parce que je me suis demandé ce que c'était, ne connaissant pas du tout le bulgare. Alors, pas tout à fait. Mais il y a tout à fait, quand même un point, oui. Un rapport. Et tout à coup, traduire Platon, c'était un petit peu, je dirais, ce que font les éditions Arléa. C'est-à-dire une retraduction qui n'est pas justement budée. Puisque moi, je suis vraiment la génération budée. Moi aussi. Alors, la rigueur, c'est se dire que on s'attache à vraiment tout, on ne laisse rien de côté. C'est-à-dire qu'il y a quand même, parce que je vois certains étudiants qui n'attachent pas suffisamment. Enfin, c'est pas ou, c'est pareil, ça fait un tout forcément. C'est-à-dire que si je ne suis pas entièrement sûre de... Alors en bulgare, bon, j'ai vécu longtemps en Bulgarie, maintenant j'ai commencé, j'avais 13 ans, donc j'utilise quasiment pas de dictionnaire. Enfin, je m'estime à peu près bilingue, pas dans le sens évidemment, le vrai sens du terme, puisque j'ai pas fait d'études en Bulgarie, mais je le vois bien puisque le persan, je co-traduis, je traduirai jamais toute seule. Mais ça passe aussi donc par une analyse quand même extrêmement rigoureuse pour pas se planter tout simplement. Ensuite, c'est cette attention, encore une fois, cette attention au rythme, puisque quand on me demande pourquoi tu traduis tel ou tel livre, alors déjà, moi j'ai le sentiment que plutôt tel texte m'appelle à traduction. C'est sans doute l'influence de la lecture de Benjamin. Et un livre qui raconterait quelque chose, qui raconterait une histoire très intéressante, mais avec une langue qui ne me touche pas. Alors après, pourquoi telle langue me touche et pas une autre, ça je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne traduirai pas. Et je pense que l'auteur qui me donne le plus grand bonheur de traduire, parce qu'effectivement la traduction pour moi est avant tout un bonheur en fait, c'est Georgi Gospodinov qui a commencé comme poète et qui a ce rythme et ces sonorités. Et alors, est-ce que je vais me souvenir exactement de cet exemple précis, mais dans son deuxième roman que j'aime beaucoup, alors roman d'ailleurs c'est une étiquette qui est très, très élastique, Physique de la mélancolie. Dans Physique de la mélancolie, il parle notamment à un moment donné d'un camarade de classe qu'il revoit et qui s'appelait, alors en bulgare j'ai un peu oublié, Nasko Debelia od Saharnite Izdelia. Donc on a évidemment une rime interne, donc c'est un sobriquet qui littéralement voudrait dire Nasko, qui est donc le diminutif de Athanas, Nasko le gros, de la fabrique. Alors c'est un terme qui s'employait à l'époque communiste, plus trop maintenant, mais de la fabrique à tout ce qui est produit sucré.
Alors, je ne sais plus ce que j'avais trouvé au départ, mais j'étais pas très contente, c'était un petit peu trop long. Pour moi, il était évident que essayer de trouver donc, un nombre de syllabes à peu près correspondant entre ces deux comment dirais-je, ces deux éléments. Et puis surtout, la rime, c'était vraiment très, très important. Et quand j'ai des hésitations comme ça, j'en parle à mes étudiants. Et nous avons un séminaire, un cours qui s'appelle justement l'atelier du traduire. Et ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que les étudiants se rendent compte que d'abord, ils apprennent énormément. Voilà, moi, je traduis du hongrois, mais j'apprends de ma camarade qui traduit du coréen, je traduis du japonais, et puis je m'aperçois que finalement, je pose des questions sans doute un peu différentes, mais aussi il y en a certaines qui rejoignent celles qui traduisent du bulgare, etc., etc. Et donc, j'en parle à mes étudiants, et c'est et d'ailleurs, je l'ai mis en note, puisque je lui dois cette traduction, finalement, Nasco le glouton de la fabrique à bonbons. Alors, glouton, oui, c'est un petit peu... c'est pas tout à fait la même chose que gros, mais en l'occurrence, encore une fois, pour moi, l'important, c'était de garder ce rythme. Sinon, un exemple que je donne toujours à mes étudiants, c'était un différend que j'ai eu avec un éditeur, dans un texte qui se passait dans l'Empire ottoman, une espèce de saga arménienne finalement qui se termine avec malheureusement le génocide arménien. Et le personnage principal est quelqu'un pour qui la terre est tout. Et à un moment donné, sa femme doit accoucher, ça se passe pas bien pendant 3 jours, elle hurle, elle pleure, etc. Et puis lui, il se sent tout à fait impuissant. Et à un moment donné, il part, il prend son cheval et il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit ? Et le texte disait les étoiles pendaient au ciel comme de gros haricots. Et là, j'ai eu un manuscrit avec une comment dire, en marge, en gros, en rouge. En français, on dit les étoiles brillent. Ah oui. Alors, j'ai répondu qu'en bulgare aussi, on pouvait dire les étoiles brillent. Sauf qu'on ne disait pas les étoiles brillent. Et ensuite, quand j'ai reçu le livre, je me suis rendu compte que ça avait été un peu changé. Donc, le verbe pendre était resté, même s'il ne participe pas de la belle littérature, entre guillemets. Mais c'était devenu des fèves. Alors, bon, les fèves, c'est peut-être plus noble que les haricots, je ne sais pas. Oui, c'est le traducteur kleptomane de Kostolany, sur lequel vous avez aussi écrit un article d'ailleurs. Ce traducteur qui vole au passage un certain nombre par exemple, de bougies ou de bijoux, de fenêtres, bougies, bijoux. Oui, on est dans absolument. Dans le signifiant. Et en effet, on a parfois ce problème quand on traduit, notamment, je pense ça m'a fait penser, je rebondis à Attila József, qui, je crois, à un moment dans un poème, compare le ciel avec la peau d'une truie. Bon, je suis sûr qu'il doit y avoir encore des éditeurs qui entourent en disant ça va pas du tout, cette traduction ne va pas, c'est pas possible. Voilà, bon, ça me fait penser, vous savez, à Anne Dacier, qui traduisant l'Iliade, et avait aussi traduit à un moment donné, je crois que c'était les yeux de Génis, de je sais plus qui, de Junon, et évidemment c'est... Mais là, c'est aussi quelque chose auquel j'essaie de rendre mes étudiants très, très sensibles, c'est l'imaginaire qu'on a des langues, de sa propre langue, de la langue à partir de laquelle on traduit. Parce qu'il faut en être conscient. Et alors justement, quand vous parlez de à la suite de Méchonic, alors vous avez parlé du rythme aussi, qui est aussi un grand thème méchonicien, mais de ce que la langue d'un auteur ou d'un texte fait à la langue, et comment est-ce que ça, vous le rendez en français ? Est-ce que vous avez parfois la tentation, ou plus que la tentation, vous sentez la nécessité justement de faire quelque chose à la langue française quand vous traduisez des auteurs, et est-ce que c'est toujours une écoute de chaque auteur, ou est-ce que parfois c'est une manière de faire de la traductrice ? Alors, j'ose espérer que c'est une écoute de chaque écriture, sinon j'estimerais que j'aurais échoué. Et je pense que ce qui m'a marqué aussi, c'est, et en même temps, je ne voudrais surtout pas que ça sonne comme une accusation, mais j'avais lu peut-être 2 ou 3 traductions faites par Roger Bernard que je n'ai pas eu comme enseignant de bulgare puisque j'étais trop jeune.
et qui a traduit plusieurs textes. Et alors, Roger Bernard était agrégé de grammaire, et puis vraiment dans cette époque, justement, dans cette époque qui était quand même très, très, très axée sur une belle langue. Enfin, et pour moi, ce qui me gênait, c'est que, quel que soit l'auteur, j'avais toujours la même langue. Et je me suis dit, voilà, si on se penche sur mes traductions, je voudrais qu'on se dise, ah oui, on arrive à entendre la langue de tel texte. Traduire Gospodinov, c'est totalement différent de traduire Dvorianova et totalement différent de traduire Dimova. C'est pas du tout le même travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Alors, en même temps, c'est vrai aussi que je n'ai jamais traduit de texte un peu style Oulipo. Hein. Donc, c'est plutôt... Alors, chez Gospodinov, donc c'est cette attention aux sonorités, c'est-à-dire qu'il a souvent des termes qui jouent avec quelque chose que les langues slaves permettent plus, même si j'aime pas qu'on dise que le bulgare ou le français aime ceci, cela. D'abord, une langue n'a pas de cœur. Et surtout, la langue, on oublie trop que c'est ce qu'on en fait nous. Et donc, c'est nous qui nous emprisonnons ou qui nous libérons. Après aussi, je pense qu'il faut parier de plus en plus sur des lecteurs qui sont ouverts, qui sont curieux. Pas des lecteurs qui, puis tant pis pour eux. Ceux qui recherchent une littérature comme si elle avait été écrite en français, ils n'ont qu'à lire que la littérature française, point barre. Et je crois aussi que les auteurs qui écrivent en français, mais pas le français de l'Hexagone, nous ont aussi, Dieu merci, ouvert à d'autres musiques de la langue française. Vous utilisez, entre guillemets, beaucoup cette autre musique dans votre français de traductrice à l'écoute des textes et de leur singularité. J'essaie. Donc, chez Gospodinov, c'est ce jeu, oui, très souvent sur des racines et des préverbes qui changent. Et donc, essayer de faire la même chose en français. Ou bien des rapprochements presque oxymoriques, je ne sais pas comment on dit, que j'essaie aussi de garder. Chez Dimova, c'est plutôt un rythme qui fait qu'on peut avoir des phrases qui s'allongent sur 2-3 pages. Et donc ne pas perdre le lecteur. Mais je dirais que Proust a fait ça bien avant nous. Et bon. Finalement, pas perdu le lecteur, finalement. Il y en a même gagné, je pense. Emilia Dvorianova, ça a été encore autre chose parce qu'elle redonnait un autre sens. Elle a construit beaucoup de termes abstraits en utilisant donc des suffixes qui donnent de l'abstraction. Donc, ne pas hésiter non plus à créer des néologismes. Après, il faut aussi tomber sur le bon éditeur. Oui, alors vous avez publié chez de très nombreux éditeurs. Alors, pourriez-vous nous faire un palmarès, non je plaisante, des meilleurs éditeurs pour la traduction? Oui, parce que les éditeurs sont très regardants, si je puis dire, très, très normatifs. Je pense que heureusement de moins en moins. De moins en moins. Oui, j'ai l'impression qu'on a maintenant une jeune génération de correcteurs qui est beaucoup plus à l'écoute justement de la langue d'un texte. Et alors sinon... Il y a 2 éditeurs avec qui je travaille beaucoup, c'est Intervalle et les Sirtes, et c'est vrai que c'est un grand bonheur de travailler avec eux. Est-ce qu'ils vous posent des questions parfois de cohérence interne, c'est-à-dire, tiens, elle avait un sac à main dans le chapitre, et à la fin du chapitre, apparemment, elle a un sac à dos, qu'est-ce qui s'est passé, ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est pas du tout ce genre d'approche? Non, mais je crois pas qu'il y ait eu d'incohérence. Alors... Parfois, il y a de fausses incohérences. C'est-à-dire que je me souviens de coups de téléphone d'un éditeur me disant « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle commerce avec des Slovaques, avec des Hongrois alors qu'elle est hongroise ?» Mais en fait, c'était des Hongrois de Slovaquie. Enfin, il y a parfois des gens qui sont des spécialistes, je dirais, qui cassent un peu comme des noix, comme ça, les textes, pour essayer de chercher des incohérences parfois imaginaires. Je ne sais pas si... Alors, plutôt, je me suis rendu compte d'une incohérence. Il se trouve que j'avais un des premiers textes que j'ai traduit, qui est super, Balade pour Georg Hennig, qui m'est particulièrement cher puisque l'auteur partageait ma vie pendant quelques années. Et il se trouve que ce texte a été réédité par l'Aube, mais sans forcément qu'on le sache, bon, etc. Et puis, en 2014, lorsqu'ils ont repris la maison,
ils m'ont dit qu'ils comptaient encore faire une réédition. Et là, j'ai dit, mais écoutez, merci de me le dire, parce que c'est un texte que j'ai traduit en 88. Nous sommes en 2014. J'aimerais quand même bien pouvoir regarder ce que j'avais fait à l'époque. Là, alors, c'est un texte qui avait paru en Bulgarie, donc juste avant la chute du mur, qui avait été relu par quelqu'un qui était extrêmement pointilleux. Je me souviens, je connaissais cette correctrice. Et puis les correcteurs je ne dis pas qu'on traduisait mieux sous le régime communiste, loin de là. Mais au moins, on va dire que pour la correction de la langue, c'était très bien. Le rythme, c'est autre chose. Et là, il se trouve qu'en revoyant cette traduction, j'étais dans l'appartement, justement, un appartement que Victor Paskov avait acheté juste avant de mourir, parce qu'il se trouvait à l'embranchement des rues dont il est vraiment question dans ce roman. Et étant maintenant sur les lieux, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour décrire la même action, c'est-à-dire un petit garçon et son papa qui vont chercher un violon chez un vieux luthier tchèque, il dit, voilà, nous prîmes la rue Isker, et puis nous tournâmes à gauche, quand il était petit, pour aller dans la rue Panayot-Varov. Et puis, 5 ans plus tard, il dit, nous reprîmes la rue Isker, et nous tournâmes à droite. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça avait échappé aussi au correcteur de la traduction française. Personne ne l'a vu, je crois. Ah oui, là, c'est un cas presque borgésien, qui engage toute la cartographie, toute la géographie, aussi l'histoire et la mémoire. Bon, là, c'est tout à fait amusant, et un peu émouvant en même temps comme exemple. Alors, j'avais une question à vous poser, c'est-à-dire que finalement, traduire, c'est quand même aussi faire advenir en français, puisque vous traduisez en français, et je me demandais, vous parliez de textes qui vous appellent à traduire, et je me demandais, finalement, quand on parle parfaitement une langue, comme c'est votre cas pour le bulgare, au fond, pourquoi est-ce que le besoin de traduire est toujours là ? Est-ce qu'au fond, vous ne pourriez pas vous satisfaire d'être une lectrice de cette langue, voilà, donc, que vous maîtrisez parfaitement, une lectrice de littérature bulgare, sans forcément l'amener dans la langue française ? Est-ce que là... Alors là, je pense que c'est la pulsion de traduire dont parle Berman qui est en jeu et qui est sûrement une sorte de pulsion d'écrire. On me demande souvent « Ah, mais t'as pas envie d'écrire ?» Non. J'ai le sentiment d'être totalement dépourvue d'imagination, d'imaginaire écrivant en tout cas. Et en revanche, oui, écrire mes traductions, encore une fois, c'est une nécessité intérieure. La traduction, je dis que c'est un bonheur. Pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois donc ce bonheur, effectivement, c'est une nécessité intérieure et c'est aussi un refuge. Un refuge contre toutes les frustrations que la vie nous inflige, ou bien toute l'angoisse des situations nationales, internationales, etc. Et c'est vrai que là, c'est la zone où on est en dialogue avec un texte qui vous ouvre en même temps un imaginaire extrêmement, extrêmement vaste, un imaginaire à la fois historique, géographique, et je suis en train d'ailleurs de travailler sur cette notion d'imaginaire, ce qu'elle met en jeu pour la traduction, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus... Elle ouvre beaucoup plus de potentiel de réflexion que tout simplement la culture. Il y a eu un colloque, il y a tout un groupe d'ailleurs sur les imaginaires de la traduction, je ne sais pas si vous les avez côtoyés. Oui, autour de notamment la revue Itinéraire. C'est possible, oui. À Paris, il y avait eu un colloque à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, à suivre, je ne sais pas très précis dans mon esprit. Alors j'avais une autre question à vous poser, parce qu'il y a vous avez décrit ce refuge, finalement, cet abritant, on pourrait dire, pour reprendre le titre qui n'a finalement pas aidé le titre. Je pense qu'il doit y avoir une histoire derrière, vous nous raconterez peut-être, que constitue finalement la traduction, ce compagnonnage avec des textes, mais peut-être aussi des auteurs. Et en même temps, il y a un aspect de transmission et de mission, je trouve, d'après ce que je vois dans votre travail. Alors, il y a tout ce que vous faites autour de l'enseignement, des prix, vous avez fondé un prix, du master de traduction. Il y a à la fois une transmission du bulgare, mais aussi des questions de traduction. Et
Et j'aimerais un peu que vous nous en parliez de cet aspect finalement de transmission, voire de mission. Peut-être que c'est un terme un peu écrasant, un peu religieux, dit comme ça, mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces termes? Oui, ou pas, vous pouvez dire non. C'est vrai que c'est un terme un peu romantique, on va dire, mais si, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me souviens quand même, j'ai été très marquée par l'époque communiste parce que ça a été ma première découverte de la Bulgarie. J'y suis allée, la première fois qu'on y est allé, c'était en 76 avec mes parents et mes sœurs. Et j'y allais de toute façon avec un désir de Bulgarie. Puisque j'avais commencé à apprendre avec un livre qu'on m'avait envoyé, des dictionnaires aussi. Et c'est vrai que c'était une expérience extrêmement aussi romantique, c'est-à-dire que je me souviens étant dans le Balkan, cette terre qui est riche justement d'imaginaire pour les Bulgares, imaginaire malheureusement maintenant instrumentalisé par les nationalistes, puisque c'est tout ce passé de lutte contre les Ottomans, etc. Et je me souviens donc essayant de lire avec un petit cahier, un crayon, un dictionnaire, les légendes du Balkan. Je ne savais pas que plusieurs années plus tard, je les traduirais. Donc il y avait oui, tout cet aspect romantique. Il y avait aussi cette altérité extrêmement forte, puisque c'était quand même, la Bulgarie était encore bien plus haute sous le régime communiste. Et j'ai été tellement émue par l'accueil que j'ai reçu, par l'hospitalité. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas non plus beaucoup. Et en plus, cette jeune Française qui voulait parler bulgare, qui refusait de parler français, puisque je faisais un peu comme les enfants, c'est-à-dire que j'écoutais, j'emmagasinais, je répondais, je voyais comment les gens réagissaient. Je me disais, ah ben non, là, tu t'es planté, on ne dit pas comme ça, etc. Bon. Et vraiment, je me suis dit, mais je voudrais remercier les Bulgares. Et ma manière à moi de les remercier, c'est de traduire et de transmettre cette langue, en effet. C'est très impressionnant, cette constance de l'amour du bulgare, finalement, qui est quand même né très tôt et qui vous a jamais quitté. Est-ce que parfois, quand même, vous pestez contre votre amour du bulgare, contre la Bulgarie, les Bulgares, etc. Ah bah la Bulgarie, les Bulgares, comme je peste contre la France et les Français. Oui. Mais est-ce que parfois, est-ce que vous avez besoin de le mettre à distance, ou bien est-ce que c'est vraiment totalement en vous et pour toujours? C'est en moi et pour toujours, mais avec des formes différentes. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'aille en Hongrie, c'est-à-dire un pays qui n'était ni la Bulgarie ni la France, qui m'a permis justement de enfin prendre du recul dans ma réflexion par rapport à l'histoire de ce pays, par rapport à justement au nationalisme, etc. Avant, j'avais une adhésion sans condition. Maintenant, je dirais que ma position par rapport à la Bulgarie est une position aussi que la même que je peux avoir par rapport à la France. C'est-à-dire, effectivement, c'est un pays dont j'ai fini par avoir la nationalité. Ça a été compliqué pour mérite, mais ça a été compliqué parce que j'avais écrit des choses qui ne plaisaient pas aux nationalistes et que pendant 4 ans, ils ont soi-disant perdu mes papiers. Mais non, c'est pour moi pour toujours. Et puis, c'est ce besoin d'une langue, besoin d'amis. Mais alors, c'est vrai que je pense aussi que ce qui a soudé, je disais que c'est un deuil qui a fait que j'ai voulu faire du bulgare non seulement un hobby. Et j'ai perdu une sœur qui était très jeune, c'était un accident. Et c'est vrai que le bulgare a été ma planche de salut. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose, quand on a 19 ans, qui vous façonne pour toujours. Oui. Je comprends. Bien, écoutez, je pense que nous avons conversé pendant le temps qui nous était imparti. Il y aurait encore des milliers de choses à dire sur la traduction, sur la Bulgarie, la littérature bulgare, sur la transmission, la réflexion. Mais je crois que maintenant, nous allons laisser nos auditeurs et nos auditrices s'emparer de tous ces sujets et digresser peut-être dans votre œuvre de traductrice et d'universitaire, si on peut dire. Je vous remercie beaucoup. Merci Marie-Brina Nikolov. Merci beaucoup.